Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 Europe, le premier de cette année 2019, ô combien importante pour le vieux continent, avec évidemment les élections européennes au mois de mai. Au programme de cette émission, un reportage consacré à une association basée dans le Val d'Oise et qui agit depuis de nombreuses années pour maintenir le lien social et favoriser l'insertion des personnes les plus fragiles. Ensemble pour le développement humain propose notamment du renforcement scolaire et bénéficie dans ce cadre de fonds européens. Nous avons pu les suivre lors d'un atelier. Le reportage est à suivre dès le début de cette émission. Geoffroy Didier sera notre invité pour l'interview politique enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Le député européen Les Républicains évoquera notamment les élections à venir pour son parti. Les sondages sont difficiles pour LR en plein mouvement des Gilets jaunes. Pas de quoi s'inquiéter, nous dira Geoffroy Didier. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez notre séquence consacrée à une date qui a marqué l'histoire de l'Europe. Ce mois-ci, c'est les débuts de la politique agricole commune en 1962 et notre comparaison européenne dédiée ce mois-ci aussi aux systèmes carcéraux en Europe. Elle est implantée depuis 14 ans à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. L'association Ensemble pour le développement humain œuvre depuis ces nombreuses années dans une dynamique locale en faveur des publics les plus fragiles socialement. Elle bénéficie de fonds européens pour soutenir son action et parmi ces nombreuses activités, il y a du soutien scolaire pour les plus jeunes. C'est l'un de ces ateliers que nous avons suivi toute une après-midi. Reportage. T'as 50 €, t'achètes 5 livres qui coûtent 8 € chacun. Pas de repos, même le mercredi après-midi pour ces enfants de Villiers-le-Bel. À l'heure où la plupart de leurs camarades s'amusent et jouent, eux sont en plein renforcement scolaire. Il y en a qui sont très forts en français, mais alors en mathématiques, c'est leur bête noire, on n'y arrive pas. Justement, on va valoriser ce qu'il sait. Et lui-même, il viendra aider quelqu'un qui aura des difficultés en mathématiques, en français. Par contre, c'est qu'il travaillera ses mathématiques et il verra que ce n'est pas un monstre et qu'on peut le vaincre. Vaincre le monstre des mathématiques ou du français, c'est donc l'ambition de ces ateliers. Pour y parvenir, le travail est essentiel, le cadre aussi. Asseyez-vous. Merci. C'est des règles qui leur permettent déjà de se valoriser eux-mêmes. Nous sommes quelqu'un. Je ne suis pas n'importe qui. Ils sont accueillis un par un. C'est un accueil individuel avec tout le respect qui se doit. Des règles mais aussi de la bienveillance. À l'heure du goûter, les enfants sont invités à prendre la parole pour dévoiler leurs meilleures notes. S'il vous plaît. Ils vous ont écouté, écoutez-les. J'ai eu un très bien en français. Très bien. Pour aider ces enfants issus de milieux sociaux fragiles, l'association peut s'appuyer sur un réseau d'une 50aine de bénévoles. Elle bénéficie également depuis 2 ans des fonds européens, 47 000 € en tout, devenus essentiels pour son activité. Actuellement, nous avons plus de 215 inscrits et qui suivent le programme au sein de notre association et on a plus de 100 en attente. Si l'action est renouvelée et si les fonds sont renouvelés, ça nous permettra de pouvoir donner la chance aux autres. Quoi qu'il arrive, EPDH poursuivra son activité en faveur des écoliers avec toujours une seule et même ambition depuis ses débuts. Les EPDH sont les meilleurs Tout est dit, merci. Un autre volet des fonds européens peut être moins connu, le soutien à la recherche scientifique et médicale. Pour en parler, nous recevons à présent Lucia Cinque. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice d'Endodiag, une entreprise basée à Paris, spécialisée dans le diagnostic et le traitement de l'endométriose. Alors, c'est une maladie, on va contextualiser tout de suite, qui touche aujourd'hui une femme sur 10 dans le monde, qui peuvent tomber enceintes et ce n'est pas
la plus connue des maladies. Pourtant, on va le voir, on va en parler, les conséquences de cette maladie peuvent être très graves. Déjà, avec vos mots à vous, de spécialistes du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'endométriose dans ces grandes lignes? Bien sûr. Donc l'endométriose, c'est une maladie multifactorielle. Certains l'appellent un syndrome. Ouais. Et donc, sans rentrer trop dans le médical, et ce qui se passe, c'est que le tissu qui est censé être à l'intérieur de l'utérus des femmes, il se retrouve à l'extérieur et il va s'accrocher et pousser dans la cavité péritonéale. Donc, vous allez vous en retrouver sur d'autres organes. Résultat, des symptômes très différents. Principalement de la douleur, localisée à des endroits différents. Et plus tard, la maladie progresse. Donc, c'est une condition chronique. Aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie définitive. De l'infertilité. Pour 40%, je crois, des femmes qui sont diagnostiquées. De l'infertilité et une vie qui devient de plus en plus difficile. Des fatigues chroniques, des absences du travail et après d'autres symptomatiques plus graves qui dépendent d'où cette maladie en fait va pousser. Donc beaucoup de conséquences. On le disait, des chiffres importants, 10% des femmes aujourd'hui en âge de procréer qui sont concernées. On estime du coup à 180 millions de femmes concernées. Ce sont des chiffres impressionnants. Comment vous expliquez finalement ce décalage entre de tels chiffres et puis la méconnaissance, on va dire, du grand public, mais aussi presque scientifique du sujet? Alors, on va dire que ça s'explique à la fois par, sans faire de clichés, mais ça s'explique à la fois par le fait que c'est une maladie qui est liée donc au tissu des règles. Donc des douleurs liées aux règles, ça a été considéré pendant des décennies. Très longtemps. Ouais. Normal. Et après, vous avez surtout des symptômes qui sont aspécifiques. Donc vous avez mal. Et la fertilité, vous la découvrez que quand vous essayez d'avoir des enfants. Résultat, on ne prend pas forcément, c'est une maladie qui a plusieurs formes et des proportions différentes selon les femmes. Donc il est très difficile de poser un diagnostic pour un clinicien. Non seulement il faut être effectivement sensibilisé à la maladie, ouais. Donc un généraliste va peut-être pas y penser tout de suite. Et en plus, chaque femme va avoir des symptômes très différents. Et aujourd'hui, vous le disiez, le diagnostic, c'est à peu près 9 ans pour le poser. Aujourd'hui, c'est la somme de deux problèmes. La seule manière pour faire un diagnostic définitif, c'est un geste chirurgical. Donc, vous voyez bien qu'une jeune fille de 15 ans, avant de décider de l'envoyer au bloc, on y réfléchit. Et de deux, ces symptômes peuvent aussi être liés à d'autres pathologies. Alors vous et l'entreprise Endodiag, vous travaillez sur le sujet depuis 2011. En effet. On va résumer sur 3 grands axes: la détection précoce de la maladie pour avancer sur le sujet, oui. La recherche de nouveaux traitements et aussi l'orientation des décisions pour, on va dire, caractériser la maladie pour chaque patiente. Et c'est sur ce sujet-là précisément que vous bénéficiez de fonds européens pour le projet qu'on appelle Endogramme. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus précisément d'Endogramme? Avec plaisir. Donc Endogramme, c'est notre programme phare de, on va dire, médecine personnalisée pour l'endométriose. Donc effectivement, on a déjà mentionné, c'est une maladie très hétérogène. Donc chaque femme la vit différemment, répond différemment au peu de traitements approuvés qui existent. Et la deuxième problématique, c'est que aujourd'hui il manque d'outils, même pour les cliniciens experts, les chirurgiens, les anatomopathologistes, pour savoir comment mieux prendre en charge cette maladie et éviter que la patiente revienne en chirurgie 2 ans plus tard ou qu'elle fasse 10 chirurgies au cours de sa vie. Donc, c'est l'endométriose. Les cliniciens disent souvent il ne faudrait pas parler d'endométriose, mais de une endométriose. Comme quand vous dites j'ai un cancer, c'est le mien. Ouais. J'ai une endométriose. Parce que chaque patiente vit la chose différemment et puis a des conséquences différentes sur son corps. Aujourd'hui, c'est là la valeur, on va dire, qu'on veut apporter avec un programme de médecine personnalisée, à la fois améliorer comment les prélèvements de tissus qui permettent de guider le clinicien dans ses choix sont faits et surtout des informations, donc des tests, diagnostics associés qui permettent de savoir si la patiente a une forme agressive, de guider le traitement d'infertilité le plus adapté et éventuellement aussi essayer de mieux comprendre pourquoi cette douleur est si différente d'une patiente à l'autre. Une dernière question pour conclure cet
entretien. Pourquoi avoir demandé à bénéficier des fonds européens? Est-ce que ça apporte de la légitimité au projet? Est-ce que aussi ça lui donne, on va dire, une ampleur européenne continentale? C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est un privilège, c'est un label de qualité du projet scientifique derrière. Donc ça nous donne beaucoup de crédibilité auprès des cliniciens qui travaillent avec nous. Et encore une fois, c'est une maladie très complexe. Donc ce n'est qu'un effort multidisciplinaire qui est donc primé par ce genre de financement qui permet d'y apporter des réponses adaptées. Merci Lucia Cinque d'avoir répondu à nos questions, d'être venue sur notre plateau, de nous avoir aussi éclairé sur cette maladie, l'endométriose, qui, on le rappelle, concerne 180 millions de femmes aujourd'hui dans le monde. Plus d'informations d'ailleurs sont disponibles sur la maladie et vos recherches à vous sur www.endodiag.com. Merci encore. Direction à présent le Parlement européen de Strasbourg pour l'interview politique de ce 7-8 Europe. L'invité ce mois-ci est Geoffroy Didier, eurodéputé Les Républicains. Les actualités et sujets sont forcément nombreux à quelques semaines des élections européennes. Regardez. Et nous sommes donc désormais au Parlement européen de Strasbourg avec Geoffroy Didier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général délégué Les Républicains, vice-président de la région Île-de-France et depuis décembre 2017, vous êtes aussi désormais eurodéputé. Vous venez donc de fêter vos 1 an ici au Parlement européen. Vous avez remplacé Constance Le Gris, qui est devenue elle députée nationale. On dit souvent que c'est difficile ici de se repérer. C'est une méga structure un peu impersonnelle. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'au bout d'1 an, ça y est, vous êtes un peu comme chez vous ici au Parlement européen? Comme chez moi, non, pas tout de suite. Et il est vrai que c'est une machine qui est complexe, qui est difficile à appréhender. Et ce qui me plaît ici, c'est que ce sont ceux qui travaillent, ce sont les plus méritants, ce sont ceux qui s'investissent véritablement dans les dossiers techniques, quelle que soit d'ailleurs la place ou le statut qu'ils puissent occuper dans leur pays d'origine et leur pays d'élection, qui sont les mieux à même de porter les couleurs de l'Europe et les couleurs de leur pays au sein de l'Union européenne. Donc depuis 1 an, je me suis surtout concentré sur ma nouvelle mission. J'en mesure la difficulté. Je relève aussi évidemment ce défi qui est très complexe et dont nous allons sans doute parler s'agissant de la campagne des élections européennes. En tout cas, je m'y plais. Oui, justement, les élections européennes, c'est dans 4 mois, le 26 mai prochain précisément en France. On ne connaît pas encore les candidats de votre parti, on connaît les candidats de certains partis. François-Xavier Bellamy est pressenti pour être tête de liste. On le connaît bien sur TV78 puisqu'il est élu à Versailles. Votre nom ainsi à vous aussi est évoqué. Qu'en est-il concrètement? Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter? Est-ce que vous serez candidat au mois de mai prochain? Pour l'instant, je me concentre sur ma mission et j'essaie de bien faire mon travail au Parlement parce que les Français nous regardent, surtout dans des périodes délicates sur le plan politique, et je crois qu'ils sont surtout attentifs à la manière dont on exerce son mandat, plutôt que de se poser la question de savoir quel sera son avenir personnel. Non, mais les dossiers vont continuer d'ici. Les dossiers vont continuer. C'est bien de savoir aussi d'un point de vue psychologique pour vous de savoir si vous serez candidat ou pas. Il va y avoir un sélectionneur de l'équipe, c'est Laurent Wauquiez, qui tire sa légitimité des urnes, puisqu'il est président des Républicains, et qui va choisir non pas seulement une tête de liste, mais une équipe. Parce qu'en réalité, vous serez champion d'Europe ou pas. Chacun sera à sa place et nous verrons bien qui sera le mieux à même pour porter les couleurs. Mais j'insiste vraiment sur le travail d'équipe que nous allons devoir tous mener avec des sensibilités différentes de la droite qui vont devoir s'exprimer, avec des territoires différents et avec chacun son expérience ou son inexpérience qui n'est évidemment pas non plus un inconvénient. Les élections européennes seront un test. Le premier pour Laurent Wauquiez, président de LR. Les sondages pour l'instant, alors vous allez me dire que ce ne sont que des sondages, sont pas très bons, 10%. Vous faites la course avec Debout la France. Est-ce que cela vous inquiète-t-il vraiment? Comment vous l'expliquez, des chiffres aussi bas pour LR? Inquiet, non. D'abord, on n'avance pas en politique avec des inquiétudes et des angoisses. On avance avec des convictions et des solutions. Et puis, c'est pas un test avant tout pour Laurent Wauquiez. Aussi, 10%, c'est une première pour LR. C'est une photographie à l'instant T d'un institut de sondage. C'est une humeur de quelques Français interrogés. Ça ne veut rien dire. Et vous observerez d'ailleurs toujours qu'il y a un décalage permanent entre les sondages d'un côté et la réalité des votes des Français de l'autre. Mais lorsqu'on parle de test, on parle avant tout d'un test pour Emmanuel Macron.
parce que cette élection européenne, ça va être une sorte de mid-term pour le président de la République. Et on voit bien à quel point il y a un décalage entre ce qu'il avait promis à beaucoup de Français qui ont cru qu'il serait peut-être un président réformateur, avec des réformes structurelles qu'ils appelaient de leur vœu, et puis la réalité des faits, où on a un président aujourd'hui qui navigue à vue, qui a perdu totalement le gouvernail et qui ne sait plus où il habite. Ce sera évidemment à un moment compliqué, les élections européennes. Pourquoi ? Parce que c'est toujours plus facile de retenir le message de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen qui veut être le fossoyeur de l'Europe. Justement, on peut peut-être découvrir votre message à vous pour les élections européennes. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous, par exemple, vous souhaitez porter principalement, des sujets de fond que vous allez mettre en avant ? D'abord, je veux rappeler une évidence, c'est que nous sommes profondément européens. Nous sommes profondément européens. On s'est posé la question parfois, notamment avec Laurent vous avez la réponse. Il y a eu certaines déclarations qu'on laissait entendre. C'est-à-dire que vous avez la réponse et maintenant les choses se clarifient dans le débat. Vous avez effectivement le Front National qui sont les fossoyeurs de l'Europe. Alors ils viennent chercher leur paye chaque mois à Bruxelles ou à Strasbourg, mais pour mieux détruire l'Europe, ce sont des destructeurs. Et nous sommes profondément européens parce que nous sommes les héritiers d'un projet, d'une culture, d'une civilisation et parce que c'est notre intérêt d'être européen. On a toujours été convaincus que l'Union faisait la force. En revanche, c'est bien parce que nous sommes européens et que nous sommes aussi patriotes que nous devons changer l'Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple une Europe qui se protège davantage. Il faut arrêter d'imaginer que l'on peut supprimer les frontières à l'intérieur sans avoir des frontières extérieures étanches. Ça ne marchera pas. Il faudra remettre des frontières internes ou plutôt renforcer celles extérieures ? Renforcer les frontières extérieures, par exemple en multipliant le budget de l'agence Frontex, c'est-à-dire le corps des gardes frontières. Depuis longtemps. Mais ça n'est pas véritablement fait. C'est décidé parfois à Bruxelles, mais ça n'est pas mis en œuvre sur le terrain. Et puis, il y a une question de budget, et j'estime aujourd'hui que nous devons aller à l'essentiel. Et l'essentiel pour garder la crédibilité en Europe, c'est évidemment avoir des frontières extérieures étanches. Et puis, autre chose, du bon sens, des évidences. On ne peut pas accepter l'idée, par exemple, qu'au sein de l'Union européenne, 100% de nos marchés publics européens soient ouverts à des entreprises non européennes et qu'aux États-Unis, ce soit seulement 30%. En Chine, vous savez combien c'est ? 0%. Donc nous, ce que nous demandons, c'est un principe de réciprocité dans les échanges commerciaux, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre, je dis juste qu'on s'adapte à la manière, face à Donald Trump, bien face entendu, à Xi Jinping, mais bien entendu. Et pour ça, il faut une Europe forte, une Europe solide et une Europe avec de la volonté politique. Et il sera peut-être question de politique agricole commune pour ces élections. C'est en tout cas son histoire que nous avons décidé de vous raconter dans notre rubrique ce jour-là. Et c'est en janvier 1962 que les premiers accords européens sont signés sur la PAC. Les précisions de Philippe Le Guen, coordinateur adjoint pour le Parlement européen de la maison Jean Monnet, basée à Bazoches-sur-Guyonne dans les Yvelines. Disons que la PAC, c'est une grande politique européenne qui était prévue dès le départ dans le traité de Rome, le 1957, puisque le principe fondamental de ce traité et qui régit encore aujourd'hui, c'est la libre circulation et notamment des marchandises. Et donc évidemment, concernant les marchandises agricoles, comme il y avait des grandes disparités de prix et de niveau de production entre les pays membres, il fallait évidemment pour que cette libre circulation fonctionne, qu'il y ait une grande politique agricole commune. Donc on peut dire que cette grande politique agricole commune a été une des premières de l'Europe et qu'elle a quand même rempli son rôle, qui était d'une part d'augmenter la production, de garantir un revenu décent aux agriculteurs et de maintenir des prix abordables. Alors évidemment, au fil du temps, il y a eu des réformes, puisque on est passé de l'époque où on était 6 pays à 27, et donc effectivement avec des nouvelles conditions, des nouveaux besoins, des pays qui étaient en Europe centrale et orientale, qui étaient très en retard au niveau de la production aussi, au niveau de la mécanisation de l'agriculture. On a eu des périodes où il a fallu réguler parce que on se souvient dans les années 80 de la période des montagnes de beurre, comme les Allemands les avaient appelées, les Butterberge. Donc il y avait une surproduction, ce qui a généré des quotas, en particulier au niveau laitier, des produits laitiers. Quotas qu'il a fallu ensuite revoir de manière différente. Évidemment, on était aussi dans une politique au départ assez protectionniste des pays européens qui voulaient
se nourrir avec la production de leur pays, de leurs agriculteurs. Évidemment, il a fallu adapter tout cela aux règles du marché mondial, de l'OMC, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus être en autarcie alimentaire de produits agricoles et qu'il faut s'adapter aux cours mondiaux. Bon, ça a été les principaux défis pour cette politique agricole commune. Et nous sommes encore maintenant avec un nouveau défi qui est celui de l'environnement, celui du développement rural, qui petit à petit est venu changer les orientations qui étaient strictement agricoles. Geoffroy, Didier, des thématiques vont peut-être émerger de ce débat national qui vient de débuter et qui vont du coup prendre de l'ampleur au moment des débats, des élections européennes. Vous avez dit, vous, les Républicains, que vous seriez prêts à participer, vous êtes prêts à participer activement à ce débat, d'être force de proposition, je vous cite. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une thématique dans celles qui sont proposées aux Français qu'il faut mettre en avant particulièrement, ou là il faut être force de proposition pour les Républicains? Bien entendu, par respect pour l'esprit des Gilets jaunes, il faut revenir à la base du message de tous ceux qui ont enfilé un gilet jaune ou de tous ceux qui ne l'ont pas enfilé parce qu'ils ne le pouvaient pas mais qui ont exprimé un mouvement de sympathie à leur égard. C'est ce ras-le-bol fiscal. Nous détenons le record absolu en termes de prélèvements obligatoires des pays de l'OCDE. Ça ne peut pas durer. Donc si les Gilets jaunes ont manifesté, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas payer l'impôt, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Donc il faut baisser les impôts. Se baser sur la moyenne européenne par exemple? Exactement, tous les impôts. Mais pour ça, vous savez, il n'y a pas de mystère. Il faut baisser la dépense publique. Ça veut dire qu'il faut baisser les doublons. Ça veut dire que les Républicains ont fait un grand nombre de propositions. Mais par exemple, l'allocation sociale unique qui est plafonnée à 75% du SMIC pour que le travail rémunère toujours mieux que la solidarité ou que dans certaines situations malheureusement l'assistanat, le fait qu'on veuille aligner les régimes, les régimes de retraite du secteur public sur le secteur privé, le fait par exemple qu'on supprime tous les régimes spéciaux de retraite, qu'on supprime les niches fiscales, qu'on supprime aussi, vous savez, il y a 26 autorités administratives indépendantes dans notre pays, il y a 441 observatoires et hauts commissariats. Donc en fait on observe beaucoup en France, mais ce que les Français observent pendant ce temps, ce sont leurs feuilles d'impôt et ils en ont ras-le-bol et cette exaspération est légitime et vous avouerez qu'Emmanuel Macron n'a fait qu'augmenter les impôts. Au Parlement européen, on vous parle de cette crise des Gilets jaunes, certains de vos collègues vous en parlent, sont-ils inquiets? Quel regard jettent-ils sur ce mouvement? Et ce qui me préoccupe, c'est que, et ça je reconnaissais à Emmanuel Macron, le fait d'avoir redoré l'image de la France en Europe et dans le monde au moment de son élection. Parce qu'il y avait un espoir qui renaissait du fait de sa jeunesse, mais aussi du fait de ce nouveau souffle qu'il produisait partout dans le monde. Et patatras, badaboum, en 18 mois, il a totalement supprimé cet élan et aujourd'hui les Français nous regardent, les Européens ou évidemment partout dans le monde, on nous regarde avec pitié ou avec inquiétude et les deux sentiments ne sont pas bons, ils ne sont pas bons pour notre pays, ils ne sont pas bons pour son attractivité. C'est aussi pour ça qu'il va falloir, à mon avis, être très fort sur le message que nous allons adresser au moment de la campagne européenne et moi ce sera un message positif. Je veux réformer l'Europe parce que nous en avons besoin. Un autre pays, et on va se quitter là-dessus, se trouve pour bien d'autres raisons dans une situation très compliquée aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni. Le flou continue de persister sur ce Brexit. Impossible de dire ce qui va se passer d'ici le 29 mars prochain ou peut-être plus tard. Quel commentaire vous en tirez, vous? Quel jugement vous en tirez? Au-delà des pronostics qui sont effectivement irréalisables, parce qu'on a là la preuve vivante que le programme du Front National est un suicide collectif. C'est-à-dire que vouloir supprimer l'euro, parce que c'est au fond c'est ça qu'ils veulent. Alors ils ont décidé de l'abandonner aujourd'hui. En tout cas c'est ce que dit Marine Le Pen. Oui mais d'accord, mais si vous croyez ce que dit Marine Le Pen, effectivement vous n'êtes pas sorti d'affaire. Parce que tout le programme économique du Front National est basé sur la sortie de l'euro. Donc en fait on nous ment et on continue à nous mentir. Alors, les Britanniques n'avaient pas l'euro, eux ils sont sortis de l'Union Européenne. Bien sûr, mais ce serait encore pire justement pour un pays de sortir de l'Union Européenne alors même qu'il a l'euro. Donc vous imaginez aujourd'hui ce que subissent les Britanniques avec le Brexit, vous imaginez aussi ce que nous devrions subir, notamment évidemment sur les retraites, de tous ceux du pouvoir d'achat en termes de Frexit si ça avait lieu. Donc moi je le dis à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent, le programme du Front National est un suicide collectif et quand je dis Front National, c'est aussi bien Marine Le Pen que Nicolas Dupont-Aignan parce qu'il y a un an il voulait son Premier ministre. On termine cette émission avec notre dernière rubrique consacrée à une comparaison européenne. On s'intéresse ce mois-ci au système carcéral en Europe alors que la prison de la Santé a rouvert en janvier à Paris. Le point avec Olivier
Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Alors, pour les pays qui emprisonnent le moins, on a tout d'abord donc les Pays-Bas où il y a 53 détenus pour 100 000 habitants, puis on a la Finlande avec 54,8 détenus pour 100 000 habitants et la Suède avec 58,6 détenus pour 100 000 habitants. Les Pays-Bas ont une politique de gestion de la délinquance et de la criminalité qui est radicalement différente de la nôtre. On va dire qu'ils passent davantage de temps sur la sensibilisation et la prévention en amont, avec notamment pas mal de cours de sensibilisation à la civilité et à la citoyenneté qui sont donnés aux enfants. Et aussi pour les détenus, ils n'hésitent pas non plus à expulser notamment les détenus étrangers qui ont commis des infractions aux Pays-Bas et qui sont emprisonnés aux Pays-Bas. Les pays qui ont le plus gros taux d'incarcération, ce sont les pays baltes, donc avec la Lituanie qui est en tête avec 277,7 détenus pour 100 000 habitants, suivi par la Lettonie, 223,4 détenus pour 100 000 habitants, et enfin l'Estonie avec 210,3 détenus pour 100 000 habitants. Et la France se situe plutôt dans la tranche basse avec 98 détenus pour 100 000 habitants. La surpopulation carcérale est un phénomène qui est connu par certains pays de l'Union européenne, alors principalement par 9 pays, donc ça reste une situation qui est en minorité. Principalement le pays qui connaît le plus la surpopulation carcérale, c'est la Hongrie, où en fait il y a 129 détenus pour 100 places. La Hongrie est suivie en fait par la Belgique avec 127 détenus pour 100 places et la France avec 113 détenus pour 100 places. Quand on regarde la composition de la population carcérale, c'est une très grande majorité d'hommes. On estime qu'il y a à peu près 5% au niveau de l'Union européenne, on estime qu'il y a 5% de femmes qui sont en prison. Merci Geoffroy Didier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes eurodéputé LR d'Île-de-France. Alors je ne suis pas eurodéputé parce que je ne suis pas député de la zone euro. Je suis député au Parlement européen. Parce Alors que c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Oui, peut-être que c'est une erreur, je ne sais pas. Mais vous êtes député de l'Union européenne. Exactement. LR en Île-de-France. Député français pour représenter la France au sein de l'Union européenne. Aussi vice-président de la région Île-de-France, ça c'est bon. Et secrétaire général délégué des Républicains. C'est la fin de cette Suite Europe. Merci aussi aux équipes du Parlement pour la réalisation de cet entretien. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Vous retrouvez en replay cette émission sur tv78.com et nos réseaux sociaux TV78. Merci beaucoup.